Merci pour ces interventions à la filée qui nous permettent de réfléchir, de nous confronter. Maintenant, je vous propose un temps de questions avec la salle et de réponses. Donc n'hésitez pas, je crois que des micros vont peut-être circuler. Voilà, qu'est-ce que ça nous fait comme impression, hein? On sent que le sujet est extrêmement fréquent et complexe, puisque tous les pays qui, soi-disant, appliquent la même méthode basée sur les faits probants ne sont pas tous d'accord. Et donc ça interpelle aussi nos pratiques à nous. Bonjour, est-ce qu'on peut poser des questions? Alors allez-y, c'est parti. Alors levez-vous pour que... Voilà, parfait, merci. Au micro, merci. Bonjour, Pauline Jean Mougin de Nantes. Merci pour la qualité de vos présentations. C'était très complémentaire de vous écouter les uns après les autres. On voit bien que le problème est très complexe, avec des facteurs multiples de surconsommation. Vous avez montré les habitudes, vous avez montré les recommandations très critiquables parfois, ou en tout cas très questionnables. On n'a pas parlé de la population, des patients. Là, on s'interroge pour savoir si on doit traiter les otites seulement avant 6 mois, par exemple, et pas seulement, pas jusqu'à 24 mois. En pratique, les parents nous les amènent à H1 de fièvre parce que la crèche les a appelés pour les récupérer immédiatement. Ils nous disent tous qu'ils ont des otites parce qu'ils se touchent l'oreille. En fait, il y a un décalage total entre ce qu'on est en train de discuter et ce qui se passe dans la vraie vie avec les patients. Leur niveau de connaissance et leurs attentes, leur représentation sur ces questions. Donc, à quand un énorme plan très impactant sur la population, l'éducation à la santé? Quand consulter? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on risque? Pourquoi le médecin ne met pas d'antibiotiques, etc. Merci. Ce qui est sûr, dans ce que vous amenez comme témoignage, c'est un peu comme s'il y avait un fossé entre la pratique et finalement les recommandations, ou en tout cas que c'est sûrement pas évident au quotidien de suivre les recommandations telles qu'elles sont édictées. Raison pour laquelle, en tout cas au niveau en Belgique, on parle de guide de pratique, et dans le titre, dans la page de titre, c'est mis au total, la décision sera le fruit de la concertation entre le médecin et le patient. Et donc il faut reconnaître cette pression-là, qui sont, comme vous l'avez dit, liées aussi à des contextes d'organisation tels que la crèche qui sont différents. Je voudrais en ajouter un autre en termes de contexte d'organisation, c'est le mode de paiement du médecin. En Belgique, nous avons 5% de pratiques forfaitaires, donc que vous connaissez, je pense aussi en France, certains modes de rémunération. On a remarqué que dans ces modes de rémunération-là, il y avait des diminutions de prescription d'antibiotiques. Alors on peut mettre beaucoup d'hypothèses là-dessus. Une de celle-là est que c'est beaucoup plus facile de rappeler les patients sans qu'ils doivent payer, et on a beaucoup plus facile en tant que médecin de dire je vais vous revoir, et donc c'est une technique de gestion du doute au niveau du médecin, mais aussi au niveau des patients, qui peut porter ses fruits. Et quand les gens accumulent de l'expérience de otite, par exemple, sans antibiotiques, ils sont beaucoup plus enclins à accepter pour la deuxième situation. Donc il faut enclencher à un moment donné, mais je pense qu'il y a aussi dans certaines organisations du système de santé des moyens qui permettraient probablement d'influencer là-dessus, et avec, comme vous l'avez dit, une action peut-être au niveau éducation d'une manière générale, que ce soit dans les écoles que via les différents médias, mais je pense dans les cabinets, en essayant de favoriser des expériences sans antibiotiques. Et là, j'ai l'impression que le mode de rémunération pourrait aussi jouer et influencer positivement, faciliter, on va dire, les échanges pour évoluer. Bonjour, merci pour la présentation. Pour les questions, il faut se déplacer au micro. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Je me présente, je suis médecin, je travaille dans une zone déficitaire. Et il arrive, j'imagine pour la plupart d'entre vous aussi, de ne pas avoir l'occasion de voir mes patients à temps. Et quand ils n'ont pas la chance de voir mes confrères aux alentours, ils finissent sur des plateformes de téléconsultation. Je ne sais pas si... Oui, je crois que tout le monde est au courant. Ça finit souvent par des antibiothérapies systématiques. Et à ma connaissance, en téléconsultation, on n'a pas la possibilité de... Enfin, ce n'est pas particulièrement justifié, ou alors c'est très rare. Je voulais savoir s'il y a des choses qui sont prévues dans ce sens. Merci.
En tout cas, vous avez peut-être vu, il y a la Société française d'infectiologie qui préconise de ne plus prescrire d'antibiotiques en téléconsultation. Non, mais moi, je ne suis pas l'assurance maladie. Je ne sais pas si vous voulez répondre. En tout cas, il y a déjà des recours qui vont dans votre sens. Alors, juste sur la téléconsultation, 2-3 mots. Évidemment, la téléconsultation a connu son heure de gloire récemment, donc il y a une espèce d'explosion de la téléconsultation et il est effectivement... le temps est plutôt à essayer de recadrer un peu les choses, notamment dans le cadre des discussions conventionnelles, de façon à ce que les choses soient faites dans un cadre qui soit accepté, acceptable pour tout le monde. L'exemple que vous donnez est un exemple évidemment important, intéressant du point de vue de ce que peut être parfois la dérive sur la question des téléconsultations. C'est évidemment pas la solution. Après, si on regarde en amont, en tout cas, la téléconsultation ne peut pas être, c'est malheureusement évidemment un peu la situation aujourd'hui, ne peut pas être une bonne solution aux problématiques de démographie. Donc le problème démographique, il est connu, il doit être traité en tant que tel. Il y a d'autres manières de traiter ce problème de démographie aujourd'hui, sans même parler de l'augmentation du nombre de médecins qui va prendre du temps, par la réorganisation de toute l'activité pluripro, les délégations de tâches et autres, qui se font de manière beaucoup plus organisée que la téléconsultation. Donc l'assurance maladie n'est pas fan de téléconsultation, ça, soyez-en persuadés. Après, voilà, il y a des discussions avec les uns avec les autres, avec les syndicats, et c'est dans ce cadre-là que se font les discussions et qui vont probablement évoluer dans le temps. En tout cas, on peut le penser. Merci. Anne-Laure Navarrete, médecin généraliste dans les Deux-Sèvres. Moi, je m'interroge parce que j'entends et je lis souvent dans les médias ou dans des comptes rendus d'hospitalisation que tel ou tel patient a eu un phlegmon à cause d'une angine maltraitée. Et au vu écrit vraiment noir sur blanc, avec des recommandations ensuite de venir me consulter tout de suite dès qu'il y a des premiers signes pour pas que ça récidive. Et donc je m'interroge, qu'est-ce que bien soigner une angine? Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire une angine bactérienne mal surveillée finalement? On s'est un peu refilé la patate chaude là. Si on le dit, voilà. Alors c'est compliqué parce qu'on a pu le voir, les complications loco-régionales, c'est pas une grande évidence quand même que les antibiotiques permettent de prévenir ces complications. Donc c'est probablement une question en effet pas d'éducation, mais d'information du patient, de signes devant amener à reconsulter aux urgences. Après, souvent, je sais pas, le phlegmon n'est pas si fréquent que ça. En tout cas, j'en ai pas eu la sensation dans ma pratique, mais je ne suis pas représentatif de la population médicale française. Voilà. Mais en tout cas, c'est probablement une question d'information au patient, des signes devant l'emmener à vous reconsulter en urgence. J'aurais envie de compléter qu'il y a aussi probablement un souci d'éducation des pédiatres, où je pense qu'ils n'ont pas nécessairement le même... Donc on sait déjà qu'ils n'ont pas la même patientèle, et donc il y a un biais de sélection dans ce qu'ils côtoient à l'hôpital. On a ça, la même chose avec les cardiologues, je pense qu'en tant que généraliste, c'est toujours la même chose. Mais il y a probablement un intérêt à ce que les recommandations soient écrites par les différents corps disciplinaires, la médecine générale, les pédiatres et les ORL, et qu'il y ait aussi une reconnaissance des spécificités de chacune des patientèles. Je pense qu'il y a beaucoup plus de phlegmons qui arrivent à l'hôpital que dans nos cabinets. On est à 4 cas sur 10 000, on est sur quelque chose comme ça. Et donc c'est très peu à notre niveau, beaucoup plus fréquent au niveau d'un hôpital, voire un hôpital urbain, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour moi une mauvaise interprétation des données que d'avoir cette rédaction, mais il y a un travail aussi de sensibilisation au niveau des pédiatres qui devrait être mené. Merci. Une autre question? Bonjour, Jonathan Favre, médecin généraliste à côté d'ici. Je me pose la question du rôle de la collaboration entre médecins et pharmaciens dans la conciliation médicamenteuse, notamment dans les antibiotiques, avec peut-être, comme on le voit souvent proposé actuellement, l'obligation pour le médecin de préciser l'indication d'antibiothérapie sur les ordonnances et du coup permettre la possibilité pour le médecin d'être valorisé
peut-être par la Sécu, sur la modération ou la substitution des antibiotiques selon l'indication posée par le médecin. Je pense que vous parlez de l'ordonnance conditionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est une technique qui a l'avantage, chacun des ce que j'appelais les parcours patients, alors si on part du TROD, mais il peut y avoir d'autres situations, mais si on part du TROD, soit c'est le médecin qui fait le TROD, soit il fait une ordonnance conditionnelle et le pharmacien, donc en lien avec le médecin, fera le TROD et si le TROD est positif, délivrera l'antibiotique qui a été prescrit par le médecin, et inversement, s'il est négatif, il n'y aura pas de délivrance. Donc ça, c'est une bonne méthode d'organisation qui permet aux médecins de ne pas avoir la charge de la réalisation du TROD qui prend un peu de temps, et on sait que les médecins sont chargés. Voilà les modes d'organisation. Et puis il y a le troisième mode d'organisation qui est l'inverse, c'est-à-dire que le TROD est réalisé par le pharmacien, et si le TROD est positif, le patient est référé vers le médecin qui à ce moment-là prescrit des antibiotiques. Donc c'est ça les mécaniques qui sont aujourd'hui. Là, ma question est un peu différente. Je ne parlais pas de ça, parce que ça, effectivement, de quoi vous parlez? Je parlais de l'obligation peut-être du médecin de systématiquement indiquer l'indication de l'antibiothérapie pour forcer les médecins à réduire la prescription et pour permettre aux pharmaciens également d'avoir un rôle de contrôle dans la prescription des antibiotiques et de conciliation de cette prescription. De mettre l'indication sur la feuille? Exactement. C'est ce qui est proposé par beaucoup de médecins actuellement et de pharmaciens aussi. Bon, après, on pourrait parler de secret médical partagé, mais je ne sais pas si il n'est pas usuel de mettre une indication sur ça. Les médecins praticiens le diront mieux que moi, mais je dirais spontanément, il n'est pas usuel de mettre l'indication, parce que si vous le faites pour l'angine, honnêtement, ça ne va pas émouvoir beaucoup de monde, mais si vous le faites sur d'autres situations, le pharmacien, il n'a à connaître que ce qu'il a à connaître, quoi. Donc, c'est justement ma question, l'évolution du rôle. Je pense que les collègues peuvent en dire plus que moi. Je sais pas, peut-être il y a des... Oui, en effet, il faudrait deux courriers séparés, mais c'est une idée en fait de collaboration que vous soumettez pour aller un peu plus loin que l'ordonnance conditionnelle. Mais, exactement, oui. C'était pour aller plus loin en fait, dans la coopération. En cas de pénurie, et s'ils n'ont pas d'indication, ils ne peuvent pas substituer, alors que s'ils avaient des guidelines officiels, on va dire, de substitution des antibiotiques en cas de pénurie, ils n'auraient pas besoin notamment de téléphoner au médecin pour savoir l'indication et pour éventuellement demander une antibiothérapie alternative au médecin. D'autant plus qu'on a les prescriptions et qu'on pourrait imaginer un retour vers le médecin de cette modification thérapeutique, puisqu'on a le suivi de nos prescriptions avec la prescription. Ok. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, oui, je suis en bas, excusez-moi. Donc, Philippe Serraillet, médecin généraliste dans le Gard, à Romoulin, et je suis aussi coordonnateur régional du centre de référence antibiothérapie pour l'Occitanie, en binôme avec un infectiologue. Merci pour vos présentations, qui étaient très pertinentes. Et justement, quand Pauline Jean-Mougin a parlé du fossé entre la vraie vie et les recommandations, j'ai été étonné dans vos présentations de ne pas entendre parler de ce déploiement des CRATB justement sur la France entière, qui est à la manœuvre actuellement depuis début 2022, un peu plus même pour certains, parce qu'effectivement c'est justement un outil qu'on veut mettre à disposition pour aller vers les professionnels de santé et vers le grand public, de manière à faire avancer cette idée de formation des professionnels, bien sûr, et puis également lutter contre l'antibiorésistance de manière effective, parce que les grandes campagnes ont eu leur effet. Vous avez effectivement cité les antibiotiques automatiques qui avaient très bien marché début des années 2000, mais depuis 2010, quand même, on cale un peu. Et effectivement, là, c'est l'avènement de ces CRATB qui a été dans le plan de campagne 2022-2025, là, est là pour ça. Et de manière très pragmatique pour essayer de faire avancer cette cause. Voilà, c'était plus une remarque qu'une question. En effet, c'était difficile de parler de tout, mais c'est en effet dans la stratégie 2022-2025, le déploiement de ces équipes autour en général de médecins généralistes, pharmaciens et infectiologues. Et il y a beaucoup de littérature étrangère sur ce fonctionnement en équipe de conseil sur la prescription d'antibiotiques. Et on sait que ça a un coût de démarrage structurel qui est certain, mais que au niveau, ça marche très bien sur le meilleur usage des antibiotiques. Ça a clairement été démontré dans la littérature, et qu'au final, du coup, le coût est moindre par rapport aux économies de santé qui sont faites et aux économies même sur la qualité de vie des patients sur un meilleur usage des antibiotiques. Donc ça a été très bien démontré dans la littérature. Bonjour. Bonjour. À gauche.
Roland Pêcheux, Université de Paris-Cité. Vous parlez beaucoup des antalgiques. Je voulais savoir quelles étaient les recommandations internationales pour les antalgiques dans les infections ORL. Je prends pour exemple les recommandations allemandes dans la cystite, simple. La première recommandation comme antalgique et comme traitement, ce sont les anti-inflammatoires, ce qui n'est pas courant en France, et c'est même pas recommandé, je crois. Et donc, je voulais savoir les anti-inflammatoires dans les infections ORL, ce qui pourrait nous aider, car pour éviter de prescrire des antibiotiques et que la première recherche des patients, c'est le soulagement de la douleur. Merci de votre réponse. Alors clairement, la France fait figure d'exception. Aux États-Unis, Angleterre, Italie, les anti-inflammatoires sont recommandés car prouvés comme étant d'une meilleure efficacité, notamment sur les maux de gorge en angine. Mais vous avez reçu le DGS urgent d'hier soir qui vous rappelle de surtout pas mettre d'anti-inflammatoires dans l'angine. Mais on fait vraiment figure d'exception là-dessus. Merci beaucoup pour cette réponse. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire larga manu non plus. Hein. Voilà, il faut pondérer. Mais clairement, on fait figure d'exception. Avec le paradoxe qui est qu'on a un des pays qui prescrit le plus d'anti-inflammatoires. Alors je ne sais pas pourquoi on les prescrit, mais justement, il y a un petit paradoxe à quelque part. Je vais me permettre une remarque juste avant. Ça appelle une nouvelle recommandation en tout cas. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que visiblement, cette variabilité des recommandations internationales est déjà pas très claire, mais la recommandation française date de 2011. On est quand même 11 ans après, il y a des contextes qui changent. Je crois que là, de vive voix, moi j'appelle une nouvelle recommandation, des nouvelles recommandations pour prendre en charge correctement ces infections ORL dans un contexte d'antibiorésistance et puis peut-être pour pouvoir soulager et arrêter peut-être d'avoir trop peur de ces AINS. Voilà, c'est un vrai appel solennel ici en congrès à l'élaboration de nouvelles recommandations. Alors, juste pour information, je transmettrai à la Haute Autorité de Santé, pas de problème. Merci beaucoup. On veut bien participer, on veut bien être dans la présidence aussi de la recommandation. Bonjour, Cyril Vartagnan, Nantes. Merci pour vos présentations de grande qualité. J'ai écouté avec attention et notamment celle de Dominique Martin sur les impacts qu'avaient certaines choses sur les antibiotiques et la prescription d'antibiotiques. Je n'ai pas entendu parler de la maîtrise de stage. J'avais l'impression que le fait d'être maître de stage avait un impact plutôt positif sur la prescription ou la bonne prescription d'antibiotiques. Qu'en est-il ? Alors, ça, c'est les maîtres de stage qui peuvent répondre. Moi, j'ai pas d'informations. Je suis pas sûr qu'on ait d'informations, de données dans nos bases sur le sujet. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir regarder. Je sais pas si on l'a regardé, mais il faudrait qu'on aille regarder ça de près. Mais je dirais que intuitivement, je pense que votre intuition est bonne probablement, mais je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde en fait spécifiquement. On l'a pas fait, je pense pas. Désolé, ça a été fait par le travail de master 2 du docteur De Villers, et donc il y a bien une diminution de la prescription d'antibiotiques chez les maîtres de stage. Voilà, ça a été montré récemment. Merci. Laurent Moiseau, médecin généraliste en Sud de Sèvres. Ma question, c'était où est-ce que vous situeriez la place du dosage de CRP capillaire pour la décision de traiter ou non par antibiotiques, surtout les sinusites maxillaires aiguës? Alors, je vais me permettre de répondre. Merci beaucoup pour cette question. Actuellement, il y a une grande étude européenne qui s'appelle Prudence sur plus d'une dizaine de pays européens qui testent notamment en vie réelle, donc, sur un essai contrôlé randomisé, l'utilisation de la CRP, des tests rapides de la grippe, du streptotest, pas pour la France puisque c'est recommandé, donc on n'a pas le bras streptotest, dans les infections respiratoires hautes et basses. Et donc on aura les résultats l'année prochaine. On vous dira si on prescrit moins ou pas d'antibiotiques, ce qui n'est pas certain,
puisqu'il y a des médecins qui nous font remonter lors de l'expérience qu'ils sont surpris d'avoir des tests CRP finalement plus hauts et qu'ils n'auraient peut-être pas prescrit d'antibiotiques, finalement ils en prescrivent un. Donc à suivre. Bonjour, Walid Mekedem, médecin généraliste à Paris. J'aimerais faire plutôt une remarque plutôt qu'une question à monsieur qui a fait une présentation sur l'assurance maladie et ce qui était le plus efficient économique par rapport à la prise en charge de l'angine. Vous avez dit qu'une des possibilités, ce serait que le pharmacien fasse le test et qu'en fonction du résultat, il le redirige vers le médecin généraliste. Personnellement, je pense que ça participerait juste à rendre le médecin généraliste comme un distributeur d'ordonnances. Et puis l'étape suivante, qu'est-ce que ce serait? Peut-être que le pharmacien ferait des bandelettes urinaires, puis en fonction du résultat, dirait aux patients d'aller chez le médecin généraliste faire des ordonnances, sachant qu'on est déjà dans une période où souvent les patients viennent nous voir ou nous disant le kiné nous a dit allez voir votre médecin généraliste, il va vous prescrire une échographie, une radio. Alors personnellement, je pense que peut-être ça pourrait effectivement faire des économies ou je ne sais, mais je ne pense pas que c'est quelque chose à promouvoir pour justement le bien-être, en tout cas de la médecine générale en pratique. Alors, je ne doutais pas des applaudissements sur votre intervention. Deux ou trois mots sur le sujet. D'abord, on n'est pas dans le tout ou rien. Et puis, l'objectif de l'assurance maladie, il n'est pas que économique. Je l'ai dit, l'assurance maladie fait de la gestion du risque, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la fois à la pertinence des soins, à la qualité des soins et évidemment aux objectifs de santé publique et évidemment à la meilleure allocation des ressources puisque c'est évidemment un enjeu qui est non négligeable. Donc, quand je dis, j'ai évoqué les coûts différentiels, c'est pas de loin le seul argument pour organiser l'offre de soins. Il y en a d'autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a de la marge. J'ai cité rapidement les chiffres. Les TROD chez les pharmaciens, aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 TROD par an utilisés par les pharmaciens, là où on est à 1,2 million chez les généralistes, en tout cas en commande, et où l'objectif de l'assurance maladie, c'est d'abord et premièrement d'augmenter les commandes de TROD par les médecins généralistes, qui sont mises à disposition gratuitement, hein, je le rappelle, sur Amélie Pro auprès des médecins généralistes. Donc c'est notre premier objectif, il est là. Après, voilà, on ne s'interdit rien. Il y a différentes professions de santé, il y a des organisations qui peuvent se mettre en place, qui sont négociées avec vos représentants, les uns et les autres. Et il y a des possibilités qui sont ouvertes. Les choses évoluent en termes d'organisation de l'offre, de délégation, de pluriprofessionnels. C'est pas la seule évolution, mais c'est une des évolutions qui est possible, qui est en cours et qui a de l'intérêt dans certaines situations. Je pense que faut pas nécessairement caricaturer, c'est pas utile dans toutes les situations. Le médecin généraliste et en particulier pour ce qui concerne l'assurance maladie, le médecin traitant, et on connaît la problématique aujourd'hui du médecin traitant, est pour nous le cœur de l'offre de soins. Hein, ça c'est complètement évident et on n'a aucun doute là-dessus. Après, il peut y avoir des réorganisations qui sont à la marge, qui peuvent aussi alléger l'activité du médecin généraliste et lui permettre d'avoir une activité plus clinique, plus centrée et plus de temps consacré à ses patients. C'est des questions, voilà, on est quand même sur des sujets qui sont objectivement à la marge, on n'est pas sur des évolutions qui sont massives de ce point de vue-là. Et je le dis et je le répète, c'est pas parce que je suis devant vous que je le dis, je crois que c'est assez fortement connu. Le médecin généraliste est vraiment le cœur pour l'assurance maladie, et le médecin traitant en particulier est le cœur de l'offre de soins en ville. Merci. Bonjour, ma question est pour vous, Monsieur Martin. Donc moi, je suis médecin généraliste dans le Val-de-Marne. Je m'appelle Émile Ferrat et je vais dans le même sens que mon collègue, mais en vous posant aussi une autre question sur le rôle des pharmaciens. On a vu dans les interventions que la valeur prédictive positive des TROD dépendait beaucoup de la probabilité pré-test. Et donc, est-ce que vous pensez que les pharmaciens qui ne sont à la base pas des cliniciens vont pouvoir justement évaluer cette probabilité pré-test et faire des TROD dans les bonnes situations? Est-ce que le risque n'est justement pas d'aboutir à une surprescription, une surconsommation d'antibiotiques qui serait plutôt délétère dans cette situation? Je sens qu'il va falloir que je descende pied à pied, ça c'est
c'est quasiment la guerre de tranchées. Écoutez, j'en sais rien, tout ça mérite d'être en tout cas évalué. Je ne suis pas complètement convaincu de ça. Je pense que si on fait d'abord, encore une fois, si le pharmacien fait le TROD, la seule conséquence, c'est que le patient sera adressé au médecin si le TROD est positif, et donc le médecin a toute sa capacité, pour le coup clinique, à prendre la décision ou pas. Donc, je pense que ça va être assez compliqué d'échanger avec le patient s'il revient avec un papier qui mentionne que le test est positif. Ça va rajouter une difficulté pour le médecin. À mon avis, ça peut être délétère. Bon, ok, dont acte. Mais enfin bon, moi je pense qu'il garde quand même son libre arbitre. Et puis si le. Non mais justement, on apprend à nos étudiants à pas faire des tests dans des situations qui nécessitent pas. Justement, on essaye de faire l'inverse. Bon, encore une fois, déjà, remettons les choses à leur place. Je vous ai donné les chiffres. C'est une situation qui est objectivement aujourd'hui et pas la plus fréquente. Loin de là. Je pense que c'est des choses qui doivent être regardées. Il y a des choses qui se font. Enfin, on aurait parlé ici de la vaccination par les pharmaciens il y a quelques années, 3-4 ans. Il y aurait eu les mêmes questions, les mêmes applaudissements, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, la chose elle est derrière nous, on n'en parle plus. Donc moi je considère que c'est fait, c'est fait. Donc il y a des évolutions qui sont possibles. Après, les évaluations suivront et on verra si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. On n'a pas d'objectif à tout prix. C'est simplement les discussions ont lieu, elles ont lieu avec les uns et avec les autres dans le cadre des conventions. Et il y a des évolutions qui sont possibles. Et encore une fois, on est vraiment à la marge. Et ce que nous, on promeut, et je tiens à le dire aujourd'hui, c'est que les médecins commandent plus de TROD. C'est ça qu'on promeut. En sachant que, je rappelle que l'assurance maladie n'est pas à l'origine de la recommandation. L'assurance maladie ne fait que mettre à disposition les outils, ne fait que porter les politiques une fois que des recommandations ont été faites par ailleurs, par qui de droit. L'assurance maladie n'émet pas de recommandations. Ce n'est pas son boulot. Donc c'est dans un cadre général qui est partagé. Et d'ailleurs, l'assurance maladie n'est pas le seul organisme qui porte la délégation de tâches, le pluripro. Tout ça est validé dans des textes réglementaires. Enfin, c'est un mouvement général, quoi. Merci beaucoup. Il y a une question là-haut et après ici. Bonjour, Mathieu Derbaumet, je suis médecin généraliste dans le Nord. Merci pour la qualité de vos interventions. Moi, j'ai une question concernant notre activité du coup clinique au cabinet, où on voit arriver des parents avec parfois des enfants qui vont mieux parce que le rendez-vous a été pris à H1 de la fièvre et on les revoit au final que le lendemain, mais ils vont mieux et ils viennent uniquement pour un motif administratif, certificat à la cantine, absence scolaire ou même après pour l'employeur. Et il nous manque du temps pour revoir des enfants à qui on prescrit pas d'antibiotiques et du coup on se retrouve à examiner des enfants qui vont bien. Et là, il y a un vrai problème. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qui sont mises en avant pour cette problématique ? Moi, pas à ma connaissance. J'ai les mêmes difficultés de faire des certificats administratifs, même de faire des certificats de dire « je n'ai pas pu vous voir il y a 2 jours, mais je constate que vous me dites que vous étiez malade ». Et donc, voilà. Mais ça, c'est le problème de la démographie médicale. On est tous en crise. Non, mais bien sûr, c'est la paperasse. Mais le patient qui était... Si vous aviez pu voir le patient à H1 de la fièvre, il n'y aurait pas eu ce problème-là aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des patients qui reviennent, qui s'excusent durant la consultation en disant je sais que vous n'avez pas le temps et tout ça. Est-ce qu'il y a un travail qui va être fait auprès des employeurs de toutes les écoles privées ou publiques ou milieux un peu plus populaires où on a tendance à fliquer un peu plus les parents et donc du coup eux viennent en disant voilà. Mais là c'est même pas l'éducation, c'est pas l'éducation nationale parce qu'il y a déjà l'ordre qui est clairement positionné. L'ordre s'est positionné, mais nous en fait c'est pour les frais c'est pour les frais de cantine, les frais de périscolaire. Donc c'est des règlements internes aux municipalités, etc. Donc, mais est-ce que le médical peut faire remonter auprès de l'administratif ces problèmes de terrain ? Je ne sais pas si ça va vous aider. L'assurance maladie n'est pas responsable de ça. Allô. En Belgique, on va vers une possibilité d'avoir des... On ne réalisera plus des certificats pour pour un jour, par exemple. Donc si vous voulez venir en Belgique, on a des zones où il manque de médecins généralistes. Je suis à 3 km de nos amis belges. Je suis vraiment juste... Mais je crois que le ministre vient à 14h. Merci beaucoup pour cette question. Une autre question à gauche.
Bonjour, je m'appelle Monica Nagoye, je suis médecin généraliste dans le 77 à Fontainebleau dans une MSP. Je suis maître des stages avec 3 internes. Et là, en ce moment, on a eu le mail de la DGS nous informant qu'il fallait faire des TDR même en dessous des 3 ans, ce qui peut donner une atmosphère assez incertaine, de panique, alors que jusque-là, on disait pas de TDR avant 3 ans. Ils nous demandent de faire un prélèvement pharyngé si le TDR il est négatif et on suspecte une scarlatine et traité entre-temps. Est-ce que le conseil scientifique va nous donner des pistes bientôt du CNGE, ou aussi dans des situations comme ça, quand il nous annonce attention, il y a des infections potentiellement graves qui peuvent nous paniquer quand même et peut donner lieu à des prescriptions d'antibiotiques beaucoup plus intenses qu'avant. Est-ce qu'on peut avoir des lignes directives qui émanent de la médecine générale? Et je ne sais pas si dans la DGS, il y a des métiers. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ça? Parce que... Alors, déjà, la problématique des infections invasives à streptocoque, elle existe depuis 20 ans. Enfin, il y a bien une augmentation des cas, de 1 à 100 000 il y a 20 ans, à 4,4 sur 100 000 aujourd'hui. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut vraiment modifier nos pratiques aujourd'hui pour 4,4 pour 100 000? C'est la première question. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'infection invasive. L'angine n'est pas une infection invasive. Aujourd'hui, les décès qu'on a, les 3 décès, on n'a pas d'informations réelles. Il a fallu que j'aille à une pêche aux informations incroyables pour réussir à comprendre sur un seul que c'était une scarlatine. Voilà, une scarlatine avec un TROD négatif. Alors qu'il n'y a pas d'indication à réaliser un TROD dans une scarlatine. C'est une scarlatine, on traite la scarlatine. Voilà, le TROD n'a pas une fiabilité assez marquée pour se dire qu'une scarlatine, on va ne pas mettre d'antibiotiques. Donc il y a une vraie difficulté là dans laquelle nous est en train de nous mettre la DGS. On est face à des infections non invasives dans notre pratique clinique. Évidemment que ça viendrait à personne devant une méningite, même de la gérer dans son cabinet et de se dire « Ouh, je ne vais pas lui mettre d'antibio dans le cadre d'une infection invasive ». Et donc, c'est extrêmement compliqué, nous, de nous positionner là-dedans avec des demi-informations qui nous sont envoyées. Alors peut-être que... je vois professeur Partouche va nous en donner beaucoup plus, peut-être. Simplement pour... Dans ce débat... Présente-toi, Henri. Oui, Henri Partouche, médecin généraliste. Et membre du conseil scientifique. Voilà, membre du conseil scientifique, Université Paris-Cité. Oui, dans ce débat sur angine, sinusite, otite, la question est un germe, une pathologie. Hein, c'est le paradigme français qui fait que... on est vraiment différent de nos collègues belges, hollandais, anglais, pays dans lesquels les soins primaires font les recommandations, alors que nous subissons des recommandations, et j'y participe, et je fais partie des instances qui font les recommandations. Et c'est une vraie bataille parce que les infectiologues, et notamment les infectiologues hospitaliers, voient les infections invasives. Et c'est le trou de la lorgnette qui éclaire la décision. Effectivement, voir un enfant mourir d'un streptocoque du groupe A influe sur la décision. Et on lit les mêmes articles et les conclusions de ces articles, on les regarde de manière différente quand on est généraliste et quand on est infectiologue. Tout ça pour dire que je crois comme l'a dit Rémi, il est temps que on soit plus impliqué dans les recommandations. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'internes ici, je vous invite à lire les recommandations et les suivre, parce qu'on doit suivre les recommandations. Je crois que c'est c'est juridique, hein, et critiquer ces recommandations. C'est-à-dire que être suffisamment réflexif pour lire les articles sur lesquels se basent ces recommandations. Mais on a sur le plan, oui, c'est une recommandation. Voilà. Alors la discussion, on n'est pas obligé de suivre les recommandations. Je suis d'accord avec Vincent Renard, mais il faut les lire et il faut en tenir compte.
Voilà. Merci pour cette remarque. Juste parce que je l'ignore, est-ce que pour ces enfants qui malheureusement sont décédés, même si, est-ce que c'est sûr que si on mettait l'antibiotique et on soignait bien à temps... Moi, je voulais dire un mot sur ça. En fait, les complications, enfin, ça n'a pas été trop souligné, mais ce qu'on sait dans la littérature, c'est que les complications graves, phlegmon, mastoïdite, invasives, surviennent d'emblée. Il y a une fausse idée de mécanistique en disant que l'angine va durer et va entraîner une complication. Et en fait, la littérature, quand on discute avec justement les spécialistes hospitaliers, ils voient le phlegmon, en général, c'est un tableau clinique aigu, mais qui survient d'emblée, comme les infections invasives. Ce n'est pas forcément une suite parce qu'on n'a pas traité à temps, en fait. Ça, il y a une controverse dans la littérature, les infectiologues pourraient nous éclairer, mais peut-être de sortir de ce schéma simpliste. Mastoïdite, ce n'était pas une complication de l'otite. Quand on a fait des analyses anatomopathologiques, on voyait qu'il n'y avait pas forcément de lien entre la cause du décès et l'otite, parce que l'infection n'avait pas envahi la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est plus compliqué que ça. Et peut-être pas s'affoler tout de suite dans le fait qu'on doit traiter tout le monde pour éviter ces rares malheureuses complications. C'est peut-être ça le sens. Mais là, il nous faut aussi un panel d'experts, une recommandation plus sérieuse pour aussi créer ces filets de sécurité dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des croyances, des représentations, et puis on veut bien faire. Alors on ne veut pas prendre de risques pour les patients. Mais quand on met en balance l'antibiorésistance et toutes les complications, voilà, il y a sûrement un espace à trouver pour être équilibré, quoi. On va reprendre une dernière question, peut-être. Bonjour, je suis Lucie Rieux, j'exerce dans le sud de la France, près de Montpellier. Je voulais revenir sur les protocoles de coordination. Je suis en maison de santé, moi j'étais ouverte à ça au départ, je me suis penchée sur le dossier. Et là, j'ai vu que c'est moi qui devais former les pharmaciens, kinés, infirmiers, les évaluer. Donc plusieurs heures, voire jours de travail pour quelque chose qui me prend, moi, 5 minutes d'habitude. Et derrière, s'ils font une erreur, je suis responsable. Donc en quoi ça peut nous être utile et est-ce qu'il est question de simplifier ces protocoles ? Pour l'assurance maladie. Écoutez, honnêtement, je ne suis pas assez spécialisé sur ces questions de protocole. Je suis un peu interrogatif sur ce que vous dites. Honnêtement, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, mais là, il faut que j'en parlerai à mes collègues qui sont en charge de l'activité pluripro en MSP et tout ça pour voir. Je n'ai pas cette notion-là, mais à la fois de formation et de responsabilité non délégable. Enfin, faut que je revoie. Je vous dirai des bêtises. Mais en tout cas, je prends le point. Et j'en parlerai avec les collègues en charge du Pluripro. Merci. Encore une question. Jonathan Favre. Je voulais faire une remarque et une question aussi du coup sur la téléconsultation. Personnellement, je suis à 20,4% de téléconsultation et j'ai été appelé avant-hier par ma caisse d'assurance maladie pour me dire on va vous proposer une dérogation exceptionnelle de dépassement. Pourquoi je suis à 20,4 ? Parce que j'étais investi avant dans la téléconsultation et que j'ai éduqué ma patientèle au bon usage de la téléconsultation et que je suis les guidelines qui sont sortis du Collège de médecine générale sur les bonnes prescriptions en téléconsultation. Le problème, et je reviens sur les injonctions contradictoires qu'on nous demande, c'est de prendre plus de patients, des nouveaux patients, de suivre les recommandations et de faire des arrêts de travail pour des gens qui n'ont pas besoin de consulter et qui, en bonne intelligence, téléconsultent pour demander ces certificats. Ces patients, dans 95% des cas, ont un bon jugement et effectivement, je ne leur retrouve pas de caractère de gravité clinique, ni de terrain, ni de signes nécessitant une consultation au cabinet et je ne prescris pas d'antibiotiques en téléconsultation, sauf délégation du streptotest ou anomalie clinique avec une photo permettant de le faire, comme le recommande le collège. Donc, pourquoi continuer à nous limiter, à nous donner des injonctions contradictoires en nous disant « vous devez voir les patients en présentiel, vous ne devez pas dépasser 20%, alors que la société nous dit de voir ces gens le plus rapidement possible, qu'ils ne nécessitent pas d'examen clinique, uniquement un document administratif, et que nous avons des recommandations qui peut-être devraient évoluer pour nous dire dans quelles circonstances la téléconsultation est un outil adapté. » Je suppose que ce n'est pas les mêmes qui applaudissent que tout à l'heure. Il doit y avoir un petit truc. Non, il faut distinguer la téléconsultation faite par le médecin généraliste dans le cadre du parcours de soins de la téléconsultation faite par un service commercial. Et 95% des téléconsultations sont faites avec le médecin traitant. Et c'est ça qu'il faut valoriser.
Et parce qu'on peut revoir les patients en présentiel, si nécessaire. Écoutez, en acte. On prend une dernière question. Moi, Marion Ladevez, médecin généraliste en Bretagne. En fait, j'ai une question très précise. C'est quoi les symptômes sévères? Ça, c'est une excellente question. Voilà. La grande difficulté des recommandations, mais partout, c'est que les symptômes sévères sont souvent laissés à l'appréciation du médecin. Voilà. Alors, c'est là où c'est compliqué. On le voit rien qu'avec nos internes. Hein, la définition qu'ils ont des symptômes sévères et la définition qu'on peut avoir, nous, des symptômes sévères est complètement différent. Est-ce qu'une fièvre à 39,5 est un symptôme sévère? Est-ce que c'est l'état général qu'on regarde? Voilà. Le symptôme sévère, c'est votre appréciation de clinicien. Je n'y peux rien. A priori, en tout cas, un Centaure 4 n'est pas nécessairement des symptômes sévères. Voilà, merci. On arrive au terme de cette plénière du Conseil scientifique. On va applaudir nos intervenants. Et puis, comme le thème du congrès était porté sur le surtraitement et la surmédicalisation, peut-être de partir avec ce mot-clé de sobriété médicamenteuse et qui pourrait nous habiter pendant notre retour dans notre pratique. Bonne poursuite de congrès.